Le Kaiser, le Baron Rouge, Schumi, un pilote extrêmement agressif, vicieux, mais extrêmement talentueux. Et également, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons revenir sur l'histoire de Michael Schumacher dans le format qui vous plaît le plus sur la chaîne. En parlant de chaîne, on a dépassé la barre des 300 abonnés, donc merci beaucoup, mais vous êtes encore 62% à regarder ma chaîne sans être abonné, alors qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Michael Schumacher est né le 3 janvier 1969 en RFA dans la petite ville de Hurt-Ermulheim et il a également un frère qui fait du sport auto, Ralph. Et le petit Michael commence à rouler sur un kart que son père lui fabrique il met un moteur sur un kart à pédales. Et puis il trouve ça dangereux lorsque le petit Michael se mange un lampadaire dans la rue. Voilà. Et puis à partir de là, il décide d'emmener son fils sur la piste de kart où il travaille comme gardien à Kerpen. Et Michael a alors 5 ans. Et puis il gagne son premier trophée à 5 ans contre des enfants de 13-14 ans, puis le championnat du club à 6 ans. Voilà, on peut dire qu'il est doué derrière un volant. Mais lorsque Schumi a besoin d'un nouveau kart, ça coûte trop cher pour les parents qui se tournent alors vers deux amis de la famille, dont un qui va avoir une importance essentielle dans la carrière de Michael Schumacher, Jürgen Dilk. En 1980, alors âgé de 11 ans, il se rend à Nivelles en Belgique pour observer les championnats du monde de karting et c'est là qu'il tombe sous le charme d'un Brésilien, excellent pilote de kart également, Ayrton Senna. En Allemagne, on ne peut avoir une licence de kart qu'à partir de 14 ans, soit en 1983 pour Michael, et donc pour contourner la législation allemande, en 1982, il prend une licence de kart luxembourgeoise qui, elle, autorise la pratique du karting à l'âge de 12 ans. Donc voilà, Michael Schumacher fait ses débuts en compétition de karting, sous bannière luxembourgeoise. Anecdote. En 1984 et 1985, cette fois sous licence allemande, Michael remporte les championnats d'Allemagne junior de karting, mais en 1985, un accident intervient, alors pas pour lui, mais pour Stefan Bellof qui se tue lors des 1000 km de Spa. Stefan Bellof qui était proche de Jürgen Dilk, et Jürgen Dilk qui demande à Schumi d'arrêter le kart parce qu'il a peur qu'il lui arrive la même chose qu'à Stefan, et Schumacher le convainc en lui disant qu'il ne veut pas faire de la Formule 1. Autant vous dire que quand on connaît la suite, c'est un beau mytho le Michael. En 86, Michael quitte la catégorie junior et est 3ème du championnat d'Allemagne de karting et 3ème du championnat d'Europe, deux championnats qu'il remporte l'année suivante, donc en 1987. Fin 1987, Jürgen Dilk lui obtient des tests en Formule Ford sur le circuit d'Hockenheim et Schumacher impressionne suffisamment le concessionnaire pour obtenir un contrat de 4 courses pour le championnat 1988 d'Allemagne de Formule Ford. En 1988, Schumacher va finalement participer à 3 championnats en même temps, le championnat allemand de Formule Ford où il termine 6ème. Il a eu finalement un contrat de 6 courses, il en a gagné 3 et a fait 4 podiums et une pole. C'est plutôt pas mal. Il participe également au championnat d'Europe de Formule Ford où cette fois il finit vice-champion derrière Mika Salo et participe aussi à la Formule Koenig où il remporte 9 courses sur 10 et est sacré champion. Et lors de tous ces petits championnats, il se fait repérer par Willy Weber, qui est le patron de WTS, une écurie de Formule 3, qui va lui offrir un test au Nürburgring fin 88, un test. Au bout de 5 tours, Michael a détruit la voiture. Voilà, on pourrait se dire que ça part mal, mais Willy Weber croit en Michael, ils font réparer la voiture, et puis à la fin de la journée d'essai, il aura tourné 1 seconde 5 plus vite que l'autre pilote qu'il testait. Donc oui, il est rapide, il est agressif, mais il a aussi le talent. En 89, Schumi dispute le championnat d'Allemagne de Formule 3 et termine vice-champion du monde avec 2 victoires et 7 podiums en 11 courses. Il est à égalité avec Heinz-Harald Frentzen et derrière Karl Wendlinger, mais cette 2e place au championnat lui offre l'opportunité d'aller disputer le Grand Prix de Macao de Formule 3 fin 89 où il remporte la première course et casse son moteur sur la 2e. Mais pour aller chercher un Grand Prix à Macao, il faut avoir du talent. Champion d'Allemagne de Formule 3 en 1990, il va cependant s'incliner lors de la dernière course face à un pilote champion britannique de Formule 3 et invité lors de cette dernière course à Hockenheim, un certain Mika Häkkinen qui va devenir son rival au fil des années. Et puis il s'incline à Hockenheim, il prend sa revanche à Macao alors que les deux s'accrochent et qu'Häkkinen finit dans le mur. La rivalité commence bien. En parallèle de la F3 en 90, il dispute également le championnat du monde d'endurance avec Sauber Mercedes et va remporter une course à Mexico en fin de saison et finir 5ème au classement du championnat. En 1991, malgré une saison plutôt décevante
En endurance, Michael Schumacher va avoir sa chance en Formule 1 puisque chez Jordan, Bertrand Gachot a été condamné par la justice anglaise suite à une altercation avec un taxi. Voilà, des fois ça sort de nulle part. Et Eddie Jordan cherche un pilote pour remplacer Gachot et Willy Beber parvient à placer Michael chez Jordan pour le Grand Prix de Belgique 1991. Moyennant quand même un peu d'argent parce qu'entre le test à Silverstone qui aura coûté 80 000 livres à Willy Weber plus la garantie financière pour le Grand Prix de Spa qui aura coûté 150 000 livres, ça fait quand même 230 000 livres à lâcher pour l'agent pour que Michael rentre en Formule 1. Autant vous dire que Michael tout seul ne serait pas rentré en Formule 1. Et le jeudi soir à Spa, Eddie Jordan fait signer une lettre d'intention à Michael dans laquelle il s'engage à signer le contrat le liant à l'équipe irlandaise jusqu'en 1993, sans quoi il serait remplacé par Stefan Johansson. Mais un agent de Michael Schumacher lui fait modifier le contrat pour ne plus signer le contrat, mais un contrat. Mais lequel ? On ne sait pas. Et Michael Schumacher signe donc cette lettre d'intention avec écrit un contrat qui techniquement n'engage à rien, et c'est un excellent choix. Et puis en qualif, le miracle se produit, Michael se qualifie 7ème, soit la meilleure qualification d'une Jordan cette année-là, dans une voiture qu'il ne connaît pas, 5 places devant son coéquipier Andrea De Cesaris, qui est l'un des pilotes les plus expérimentés de la grille. Malheureusement, son Grand Prix s'arrêtera au bout de 5 tours parce qu'il a cassé son embrayage, mais sa qualification attire déjà, et la course de Spa attire l'œil d'un homme, Flavio Briatore, qui est le directeur sportif de Benetton. Et autant vous dire qu'à partir de là, c'est un sacré bordel qui va se passer, notamment judiciaire. L'Allemand signe un contrat de 5 ans avec Benetton et annonce à Jordan qu'il ne roulera plus pour lui, ce à quoi Jordan dit « mais si, il y a un contrat qui est valide, tu l'as signé, etc. » Donc il l'attaque devant la haute cour de Londres, Briatore il vire son pilote pour incapacité physique et morale à piloter alors que le mec il avait fait le meilleur tour à Spa le week-end précédent, donc lui aussi attaque Briatore en justice, enfin bref, c'est... Merde, le micro, c'est un peu... voilà, c'est le bordel. Et alors que Eddie Jordan est débouté par la haute cour de Londres, Roberto Moreno, lui, il voit sa demande acceptée par le tribunal de commerce de Milan qui rédige une ordonnance qui interdit Michael Schumacher de rouler à Monza. Voilà. Et donc, pour mettre fin à ce merdier, c'est Bernie Ecclestone qui réunit tout le monde au lac de Côme avant le Grand Prix d'Italie. Et finalement, Jordan accepte de laisser partir Michael et Roberto Moreno accepte une indemnisation de 500 000 $ de la part de Benetton pour laisser la place à Schumacher. Moreno qui va d'ailleurs finir la saison à la place de Schumacher chez Jordan. Voilà, c'était complexe mais c'est réglé. Et chez Benetton, l'équipier par contre de Michael Schumacher, ce n'est plus Andrea De Cesaris, mais Nelson Piquet, triple champion du monde, et Piquet ou pas, rien à foutre, Michael il est encore 7ème des qualifications, devant son coéquipier dans une voiture qu'il n'avait pilotée qu'une fois en essai à Silverstone. Voilà, autant vous dire que le gamin est doué, et puis il va marquer ses premiers points en course en finissant en 5ème devant Piquet, 2 points pour l'Allemand. En Espagne, à Barcelone, il impressionne sous la pluie en doublant notamment Patrese et Senna. Oui, il a doublé Senna sous la pluie déjà pour son 4e Grand Prix. Enfin bref, voilà, il finit quand même par faire un aquaplaning et termine 6ème alors qu'il rattrapait Berger et Mansell qui étaient en tête. Certains estiment qu'il aurait dû gagner dès son 4e Grand Prix et c'est peut-être vrai, mais bon, on ne le saura jamais. Il termine cette saison 14ème au championnat avec 4 points. Bon, j'allais dire 6 points, non, il termine avec 4 points. Et la saison 92 se fera toujours chez Benetton dans une voiture qui est bonne. 1992, nouveau coéquipier et premier podium au Mexique dès la 2e course de la saison derrière les Williams de Mansell et Patrese. Voilà, Schumacher s'installe comme un pilote talentueux et très prometteur de la Formule 1. Au Brésil, il va signer un 2e podium consécutif, mais va se friter avec Senna, qui est pourtant son idole, en disant que Ayrton, qui avait une voiture plus lente et qui connaissait des problèmes électroniques, l'avait délibérément bloqué. Et Senna, il l'apprécie pas. Et puis, le reste de la saison va montrer que les deux ne s'apprécient pas non plus des masses. En tout cas, pour le moment. Alors qu'il continue d'apparaître assez régulièrement sur les podiums, il continue de se friter avec Senna, notamment à Manicourt, où il va l'accrocher au virage d'Adélaïde. Voilà, il prend l'intérieur, Senna referme, les deux s'accrochent.
Et puis Senna va aller le voir dans le paddock et va lui dire qu'il a fait une connerie, tout simplement. Et puis après la course, il ira s'excuser. Voilà, Michael ira s'excuser auprès de Senna parce que Briatore l'a aussi un peu secoué. Mais ça ne l'empêcherait pas, en Allemagne, de recommencer à se friter avec Senna. Non, ce serait trop drôle. Ayrton, il a digéré ni le Brésil, ni la France. Et puis en Allemagne, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il met des petits break-checks, il gêne Schumacher en qualification. Et quand c'est Schumacher qui est devant, c'est lui qui gêne Senna. Et donc quand les deux reviennent au stand, Senna il essaie de lui mettre une droite que Schumacher esquive. Voilà, la bagarre. Et c'est à Spa qu'il va gagner sa première course suite à une intelligence tactique folle. Voilà, il part 3ème sous la pluie, se maintient 3ème jusqu'à une erreur dans ce tableau. Et il y a Brundle qui le double, son coéquipier. Et puis il voit que les pneus arrière de Brundle ils sont morts. Et il se dit que les siens doivent être dans le même état. Donc 29e tour, on rentre au stand et on met des pneus secs. Et à partir de là, c'est le plus rapide en piste. Les Williams attendent le 34e tour pour s'arrêter. Michael prend la tête et ne la lâche pas. C'est sa première victoire sur le circuit où il a débuté un an auparavant. Il terminera 3ème du championnat du monde 1992 derrière les deux Williams de Mansell et Patrese, mais à seulement 3 points de l'Italien. La saison 93 commence avec une bagarre entre 3 noms légendaires de la Formule 1, Alain Prost, Ayrton Senna et Michael Schumacher, tous sur la même image, tous en train de se battre, et un nouvel accrochage entre Senna et Schumacher qui ont des styles de pilotage quand même assez similaires. Voilà, Schumacher était plus rapide et voulait passer, Senna a fermé, ils se sont accrochés et Schumacher voulait se plaindre auprès de la direction de course, et puis Briatore et le Walkinshaw le fait non, ça sert à rien d'aller se plaindre, de toute façon ça marchera pas. Schumacher dira finalement qu'il a fait une erreur et Senna dira qu'il était plus rapide et qu'il aurait pu passer plus tard. Les deux, on sent qu'il commence à y avoir du respect, en tout cas que Senna considère Schumacher. Et malgré une saison 93 frustrante où Michael rate à plusieurs reprises la victoire de peu, où il y a aussi pas mal de problèmes techniques sur la Benetton, il va finalement s'imposer une 2e fois dans sa carrière au Portugal, sur une course où il aura finalement pris le mulet tellement son voiture principale était instable. Donc gagner avec la voiture bis, c'est fort. Il se classera finalement 4ème au championnat derrière Prost, Senna et Hill. Et 1994 va être une saison fantastique pour l'Allemand. Avec la retraite de Prost et le départ de Senna chez Williams, la saison semble être un duel annoncé entre l'Allemand et l'Italien, un duel qui finalement tournera court pour les raisons que l'on connaît. Schumacher remporte les 3 premières courses de la saison, mais Ayrton se tue lors de cette dernière à Imola, dans un accident qui est malheureusement devenu célèbre. J'en ai fait une trilogie, n'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo, mais cet accident marquera Michael à jamais. Not sure if you're aware, but this is your 41st victory, which puts you in equal second all time with Ayrton Senna. Do those records mean a lot to you? Yes, it does mean a lot to me. Sorry. À Monaco, Michael signe la première pole position de sa carrière et enchaîne une 4e victoire de suite en 1994. Il a 40 points et mène le championnat devant... Voilà, avec un bon paquet de points, on se dit que le championnat est déjà plié. Mais non, un nouveau rival va arriver, enfin 2 nouveaux rivaux vont arriver surtout, Damon Hill et la FIA. Et les ennuis entre Michael et la FIA commencent à Silverstone où dans le tour de formation il va aller doubler à plusieurs reprises Damon Hill, ce qui est interdit. Pendant la course on va lui présenter le drapeau noir, donc disqualifié. Sauf que Briatore, il négocie en douce avec la FIA en essayant de faire annuler la pénalité, donc Schumacher ne s'arrête pas, termine 2e de la course et sera ensuite disqualifié de la course et suspendu pour 2 courses pour non-respect du drapeau noir. Ça fait donc 3 résultats 100 points consécutifs et ça pique. En Belgique, il s'impose mais disqualifié pour usure excessive de la planche. Voilà, oui, vous rêvez pas, vraiment c'est une catastrophe. Les résultats de Schumacher au milieu de l'année 1994 et pendant ce temps, Damon Hill, il grappille. Et on arrive à la dernière course de la saison et il n'y a qu'un point d'écart entre les deux. Mais lors de la qualif, c'est le revenant Nigel Mansell qui prend la pole devant Schumacher et Hill. Les deux passent au départ et alors qu'il mène, Schumi fait une erreur. Hill revient, tente de passer, Schumi ferme la porte, les deux s'accrochent et l'Allemand termine dans le mur.
il a la suspension cassée et Schumacher va aller remporter le titre avec 1 point d'avance et une manœuvre extrêmement contestable. Cependant, avec 8 victoires en 14 courses, on peut quand même dire que le titre de Schumi est plutôt mérité. Cependant, c'est Williams qui remporte le championnat constructeur. Et la saison 95 sera globalement une saison dominante de Michael Schumacher, peut-être même encore plus qu'en 1995, toujours des petits accrochages avec ses rivaux, notamment Damon Hill à Silverstone et à Monza, les 2 fois c'est Damon qui est responsable. Schumacher pour une fois il y est pour rien, et une prestation qui va rentrer dans les mémoires à Spa ou parti loin. Lorsqu'il se met à pleuvoir, il se dit non, je reste en pneu sec, il prend la tête et résiste à Damon Hill qui a lui des pneus pluie. Alors certes, il résiste à sa façon, mais il tient sur une piste détrempée avec des pneus slick et remporte là ce qui est peut-être la plus belle victoire de sa carrière, ou en tout cas une des plus belles, c'est certain. Donc fin 1995, on a un pilote qui est double champion du monde avec Benetton. Benetton qui a d'ailleurs remporté son seul titre constructeur en 1995, l'année où ils prennent le titre avec Schumacher. Un Schumacher qui décide d'aller chez Ferrari, qui est un peu dans la merde. Voilà, on va pas se le mentir. Pour 96, Schumi passe chez Ferrari avec comme objectif de redresser la Scuderia, qui n'a plus gagné le titre pilote depuis 1979, soit presque 20 ans. Et bon comme on pouvait s'y attendre, cette année-là, il ne lutte pas pour le titre, même s'il parvient à chatouiller les Williams. De temps en temps, il prend 3 victoires à Barcelone, qui est encore une fois une de ses plus belles victoires. J'en ai fait une vidéo aussi, Prime Time Michael Schumacher, n'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo-là, parce que c'est une performance exceptionnelle sous la pluie. Voilà, il met un tour à tout le monde, sauf au deuxième. Donc autant vous dire que c'est costaud, c'est très très costaud Michael Schumacher sous la pluie, il l'avait déjà montré, mais là maintenant on en est tous certains. Il s'impose également à Spa et à Monza devant les tifosi, qui sont ravis de leur nouveau pilote. En 1997, les progrès de Ferrari se confirment, même s'il semble que la voiture soit toujours inférieure à la Williams. Schumacher est cependant le meilleur pilote et arrive à Jerez pour la dernière course de la saison avec 1 point d'avance sur Jacques Villeneuve. Et en qualification, ils sont 3 à faire le même chrono, Villeneuve, Schumacher et Frentzen, l'équipier de Villeneuve et le rival de Michael Schumacher depuis ses années karting également. Il lui a même piqué sa meuf, voilà, je tenais à le dire, Schumacher a piqué la meuf de Frentzen, sauf qu'ils le font dans cet ordre. Quand il y a égalité en qualif, c'est l'ordre qui compte, et c'est Villeneuve qui s'élancera en pôle de ce dernier Grand Prix devant Schumacher et Frentzen. Au départ, Michael prend la tête, mais la Williams, comme je vous l'ai dit, est plus rapide, et Villeneuve remonte jusqu'à tenter un dépassement à l'intérieur qui surprend Michael. Il plonge de loin Jacques, le Jaco il plonge de loin, et Michael, surpris, vexé, voyant le titre partir, je sais pas, et il braque sur lui et rate son coup. Parce que en 94, ça avait marché sur Hill. Cette fois, ça ne marche pas sur la Williams. Il finit dans le bac à gravier. Villeneuve finit 3ème et est champion du monde 1997. Mais la manœuvre de l'Allemand ne va pas passer inaperçue auprès des instances. Oui, parce que la FIA va sanctionner cette manœuvre volontaire de Michael par une disqualification au championnat 1997. Alors il conserve ses victoires et ses points, mais n'apparaît pas dans le classement du championnat. Donc voilà, finalement il n'est même pas vice-champion du monde, puisque c'est Frentzen qui est donc vice-champion du monde. C'est sévère, mais il faut dire que la manœuvre était très moche quand même. En 1998, la Williams n'est pas dans le coup, on pourrait se dire que la Ferrari a le champ libre pour s'imposer, mais non, puisque Michael retrouve son vieux rival, mais si, Macao, ça vous rappelle rien, Mika Häkkinen, et les deux vont se tirer la bourre pendant toute la saison, et c'est propre, pas comme avec Villeneuve, pas comme avec Hill, c'est propre cette fois-ci entre les deux, qui arrivent à égalité à 2 courses de la fin du championnat. Mika reprend 4 points d'avance avant la dernière course à championnat, une course où Michael va caler sur la grille, et puis malgré une remontée fantastique ensuite, il va perdre sa roue arrière au bout de la ligne droite des stands. Mika Häkkinen est sacré champion du monde avec 14 points d'avance sur Michael Schumacher, qui aura remporté 6 courses cette saison-là et qui aurait peut-être dû en remporter 7. Je vais vous expliquer. Au Grand Prix de Belgique, c'était la pluie, mais beaucoup de pluie, une vraie pluie belge,
Et le plus gros carton jamais vu en Formule 1 qui a dû provoquer un deuxième départ. Mika Häkkinen a abandonné lors de ce deuxième départ et Michael sous la pluie, on connaît, c'est très rapide, il avait pris la tête et était loin devant. Et alors qu'il s'apprêtait à mettre un tour à David Coulthard, coéquipier de Mika Häkkinen, David a freiné sur la trajectoire. Puis avec les projections d'eau, Michael l'a pas vu et s'est mangé l'arrière de la McLaren. Il est rentré au stand sur 3 roues et a abandonné alors qu'il aurait dû gagner cette course plutôt facilement. Est-ce qu'il aurait gagné le titre sans ça ? D'ailleurs, en sortant de sa voiture, il était en furie, il s'est dirigé vers le stand McLaren et je pense qu'il avait qu'une envie, c'était de gifler David Coulthard. Est-ce que David l'a fait exprès ? Est-ce que non ? Est-ce qu'il aurait repris la tête s'il gagnait ? On ne le saura jamais, mais il était proche et ça lui donne de l'espoir pour la saison 99. En 99, alors qu'on arrive à la mi-saison, il a 8 points de retard sur Mika Häkkinen à Silverstone. Silverstone qui va marquer un énorme coup d'arrêt dans sa saison, puis qui va même finalement terminer sa saison ou presque tout court, puisque alors que le drapeau rouge est brandi, Michael perd les freins avant le virage de Stowe et tire tout droit dans le mur à plus de 200 km/h. Les 2 jambes sont fracturées. Voilà, autant vous dire que normalement ça signe la fin de saison d'un pilote. Mais l'Allemand revient à 2 courses de la fin de la saison en Malaisie pour aider Eddie Irvine à battre Mika Häkkinen parce que Eddie est encore en course et en qualif, Michael nous sort une démonstration puisqu'il pour son retour il prend la pole avec 1 seconde d'avance sur son coéquipier. Et il va lui laisser la victoire, grand seigneur qu'il est. Mais on savait tous que ce jour-là, il aurait pu gagner et très très facilement. Cependant, la victoire d'Irvine lui offre la tête du championnat avant la dernière course à Suzuka. Une dernière course où malheureusement le titre finira entre les mains de Mika Häkkinen et même Michael n'y pourra rien. Il a essayé d'aider, mais il ne pourra pas tout faire tout seul, malheureusement. Mais je pense qu'au fond, il est plutôt content que ce soit Mika qui gagne parce qu'il faut que ce soit lui qui ramène le titre à Maranello en 2000. Et en 2000, après 9 victoires lors de cette saison et une lutte au titre acharnée face à Mika Häkkinen, il va aller devenir le premier pilote depuis 21 ans à remporter un titre chez Ferrari en leur ramenant même le championnat constructeur en compagnie de Rubens Barrichello, son nouveau coéquipier. Voilà, Michael Schumacher est le meilleur pilote de la grille et vient de s'imposer avec l'écurie la plus mythique de l'histoire. Et c'est le début d'une domination sans partage des rouges puisqu'ils vont remporter 5 titres consécutifs ensemble entre 2000 et 2004. On va faire un léger détail parce que honnêtement, il y a peut-être la saison 2003 qui mérite qu'on s'arrête dessus, mais les autres c'est juste une domination sans partage. On commence par 2001, 9 victoires pour l'Allemand et juste titré en Hongrie. Au mois d'août, 4 courses avant la fin de la saison. C'est une grosse domination. Et en 2002, ça sera encore pire. La F2002 est une machine de guerre, tout simplement, puisque Michael Schumacher remporte le titre au Grand Prix de France au mois de juillet. Voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée, il remporte 11 victoires et termine sur le podium de toutes les courses. Ce qui n'a encore jamais été refait. Et alors pourquoi je vous ai dit qu'on mérite de s'attarder sur la saison 2003 ? Parce que c'est la saison la plus disputée depuis 2000 puisqu'ils sont 3 pilotes de 3 écuries différentes à se jouer le titre entre Schumacher chez Ferrari, Montoya chez Williams et Raikkonen chez McLaren et la saison va se jouer lors du dernier Grand Prix à Suzuka. Une saison qui a été marquée par beaucoup de rebondissements. Michael va remporter cette saison-là 6 victoires et va s'imposer avec 2 points d'avance sur Kimi Raikkonen. Quand je vous dis que c'était une saison serrée, c'est une saison très très serrée et il a eu très très chaud aux fesses puisque à l'avant-dernier Grand Prix aux États-Unis, son rival partait en pole, lui partait 7ème et court sous la pluie veut dire masterclass de Schumacher qui allait s'imposer. Je pense que c'est aux États-Unis qu'il a gagné le titre puisque à Suzuka il partait très loin et a dû remonter. Il s'est accroché avec son frère, Ralph qui pilote chez Williams, enfin bref. Le dernier Grand Prix de la saison, il est aussi sauvé par Barrichello qui remporte la course alors qu'une victoire de Raikkonen et un Schumacher pas dans les points aurait donné titre de Kimi. Heureusement pour lui,
il s'en est sorti. Mais cette saison 2003 a été très très compliquée, ce que ne va pas être 2004. Oui, parce qu'en 2004, avant même que la saison commence, les ingénieurs de Ferrari se sont rendus compte qu'ils ont pondu une fusée lorsqu'ils l'ont posée sur la piste de Fiorano. Et ils ont pensé que leur chronomètre était cassé tellement Schumacher allait vite au volant de la voiture puisqu'il a battu le record de la piste de 2 secondes. Qui était détenu par la voiture de l'année précédente. Enfin bref, 13 victoires en 18 courses, titré à Spa. Voilà, autant vous dire que c'était une saison de domination de la part de Schumi. En 2005, la saison de Ferrari est très compliquée parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui interdit de changer de pneus lors de la course et les pneus Michelin tiennent beaucoup mieux la distance que les pneus Bridgestone. Michael ne s'imposera qu'une seule fois à Indianapolis lors du Grand Prix où ils ont roulé à 6. Autant vous dire que quand vous roulez à 6 et que vos adversaires c'est une Jordan et enfin voilà. Il n'y avait que Barrichello pour l'embêter sur cette course et voilà, Barrichello c'est le numéro 2, Schumacher c'est le numéro 1, il n'y avait pas de raison qu'il ne gagne pas cette course, qu'il a gagné, un peu honteusement, mais qu'il a gagné parce qu'il fallait la rouler. Et il termine cependant 3ème du championnat du monde, profitant des ennuis de Giancarlo Fisichella, coéquipier de Fernando Alonso, et de Juan Pablo Montoya, coéquipier de Kimi Räikkönen. En 2006, la Ferrari est plus performante et Michael va battre un nouveau record, lui qui est déjà recordman du nombre de victoires, recordman du nombre de titres, il va battre le record du nombre de pôles qui était détenu par Ayrton Senna sur le circuit d'Imola. En plus, donc la symbolique est extrêmement forte. Et en 2006, malgré une saison dominée par Renault lors de la première partie de saison, puisque quand on arrive à mi-saison, Alonso a déjà 6 victoires. C'est beaucoup, mais les Ferrari réduisent l'écart progressivement, et Michael va annoncer sa retraite à Monza après avoir gagné la course. Et là, on se dit que il peut finir en apothéose sur un 8e titre. Chine, à 3 courses de la fin du championnat, alors que les pneus Bridgestone sont ce week-end-là bien inférieurs aux pneus Michelin, il part 9ème et va aller s'imposer sous la pluie, montrant qu'il est encore le meilleur pilote de la grille et reprenant par la même occasion la tête du championnat du monde à Fernando Alonso. Au Japon, c'est Felipe Massa qui est en pole position, son coéquipier, que Michael va passer. Et puis, la stupeur, le moteur de la Ferrari explose, ce qui n'était pas arrivé depuis très 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 longtemps, et ça arrive à un bien fâcheux moment, puisque Fernando reprend la tête du championnat alors qu'il ne reste qu'une course à disputer et que le titre tendait les bras au Baron Rouge. Et au Brésil, alors qu'il lui reste une chance infime de remporter le titre pour son 250e et dernier Grand Prix, Michael il se qualifie 10e. Suite à un problème sur sa Ferrari, c'est Massa, son coéquipier, qui est une nouvelle fois en pôle, et puis il va nous sortir une course dont lui seul a le secret. Il s'accroche au 8e tour avec Fisichella, crève, rentre au stand et se dit qu'il va abandonner, parce que de toute façon le titre est perdu. Et puis finalement il repart, et puis il remonte, et il va finir au pied du podium. 4ème, c'est un last to 4 finalement, mais il avait un rythme de fou, et montre une nouvelle fois qu'il est le meilleur pilote de la grille, alors qu'il prend sa retraite. Du moins, c'est ce qu'on pense. Il prend alors sa retraite avec 7 titres, 91 victoires et 68 pole positions, mais va finir par revenir en Formule 1 en 2010. Il aurait pu revenir plus tôt, en 2009, lorsque Felipe Massa s'est gravement blessé au Hungaroring, mais lui-même s'était gravement blessé à moto, commotion cérébrale et puis des violentes douleurs au cou et à la nuque en février, et donc cette blessure l'empêche de revenir pour la remplacer Felipe Massa. Il reviendra cependant en 2010 chez Mercedes aux côtés de Nico Rosberg, Mercedes qui reprend la structure de Braun Grand Prix, qui a remporté le titre l'année précédente, enfin en 2009. Donc on se dit que peut-être il y a une chance pour que Michael se batte pour le titre en 2010. Malheureusement, son retour ne se passe pas comme prévu puisqu'il se fait archi-dominé par Nico Rosberg, malgré quelques bonnes perfs par-ci par-là et une très grosse frayeur au dernier Grand Prix. Alors que il y a une touchette avec Rosberg à Abu Dhabi, il part en tête à queue, il se retrouve face à la piste et se fait percuter par Liuzzi qui grimpe sur le côté de sa monoplace. Il aurait pu se faire décapiter. Voilà. Et puis, quand tu le vois sortir et qu'il rigole avec Liuzzi de l'accident, tu te dis que ce mec n'est pas humain.
et il finit l'année quand même assez loin de son coéquipier. Parce que oui, il finit l'année 9ème du championnat avec moitié moins de points que son coéquipier. Quand tu t'appelles Michael Schumacher, c'est pas quelque chose de normal. Et pour 2011, on a beaucoup moins d'espoir pour lui. Une saison 2011 qui sera meilleure pour lui puisqu'il termine 8ème du championnat avec 76 points et à seulement 13 points de Rosberg. Et une course qui aura marqué les esprits au Canada sous la pluie. Parce que oui, Michael Schumacher, c'est un des rois de la pluie. Donc sous la pluie au Canada, il nous a sorti une masterclass. Je dis pas qu'il aurait pu gagner la course, mais il aurait pu faire un podium. C'était largement dans ses cordes. Puisqu'il a longtemps été 2ème, il finit finalement 4ème de cette course. Et 2012 sera peut-être meilleur. Et 2012 sera sans doute même la meilleure saison depuis son retour. En Australie, alors qu'il est 3ème de la course, sa boîte de vitesse le lâche. En Malaisie, il se qualifie 3ème et il pleut au départ. On se dit alors qu'il a une belle chance de bien faire. Malheureusement, il se fait percuter par Romain Grosjean et termine 10ème. Et en Chine, alors que les deux Mercedes ont verrouillé la première ligne, Rosberg devant Schumacher, il doit abandonner à la suite d'un écrou mal fixé. Il aurait sans doute fini 2ème de cette course. Voilà, il n'est pas chanceux en 2012, mais va se rappeler au bon souvenir de tous à Monaco. Et oui, parce qu'à Monaco, il va signer un tour dont lui seul a le secret finalement en prenant la pole. La 69e de sa carrière, oui, mais il y a eu un petit problème, c'est parce qu'au Grand Prix d'Espagne, 2 semaines avant, il a percuté Bruno Senna et a écopé de 5 places de pénalité sur la grille. Voilà, donc oui, le tour le place en pole, mais il va s'élancer 6ème, et je pense que s'il était parti en pole, il aurait sans doute gagné ce Grand Prix. Il finira malheureusement par abandonner, mais prendra un dernier podium dans sa carrière à Valence, dans un Grand Prix fou, vraiment le Grand Prix de Barge, il remonte de loin et va finir 3ème derrière Fernando Alonso et Kimi Räikkönen, 2 de ses rivaux, donc voilà, c'est un des plus beaux podiums de l'histoire avec l'ingénieur d'Alonso, Andrea Stella sur le podium, qui a été l'ingénieur des 3 lorsqu'ils ont été chez Ferrari. Et au Japon, alors âgé de 43 ans, Michael Schumacher annonce officiellement sa retraite, enfin sa 2e retraite, dans une saison qui aura été franchement plutôt bonne. Voilà, il est remplacé par Lewis Hamilton chez McLaren pour la saison suivante. Michael Schumacher, en 307 courses en Formule 1, c'est 91 victoires, 68 pole positions, 77 meilleurs tours, un record qui tient toujours et 155 podiums. Mais après sa retraite, on n'aura pas l'occasion d'énormément le voir puisque le 28 décembre 2013, il est victime d'un grave accident de ski à Méribel. Voilà, il tombe, il prend un rocher sur sa tête, alors il avait un casque, c'est ce qui est dit, mais voilà, hémorragie cérébrale, il est dans un état encore aujourd'hui, on ne sait pas, et déjà il est vivant. Et je pense que c'est parce qu'il a pu aligner les chèques pour payer les soins. Mais aujourd'hui, il est dans un état, on ne connaît pas son état, il y a des rumeurs, il y en a qui disent qu'il se tient à table, qu'il était au mariage de sa fille, on n'en sait rien. Mais est-ce qu'on reverra un jour Michael Schumacher ? Je ne pense pas. Finalement, Michael Schumacher, c'était un pilote qui ne laissait personne indifférent. Il était rapide, talentueux, mais aussi extrêmement vicieux, comme le témoigne Adelaide 94, Jerez 97 et aussi Monaco 2006 dont j'ai pas parlé, où il s'est garé à la rascasse pour empêcher Fernando Alonso d'améliorer, ce qui s'est passé sur le coup, mais bon, la FIA a vu le coup et l'a disqualifié des qualifications, il est parti dernier et a quand même fini dans les points. Voilà, à Monaco, respectable. Mais voilà, un pilote qui ne laisse personne indifférent. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensiez de Michael Schumacher en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon Insta et à mon TikTok. Et quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.